La Bourgogne romane est un fabuleux sujet. Fabuleux sujet parce que d'abord nous avons affaire à un ancien duché qui était en partie duché, en partie comté. En fait, la partie comté, c'est la partie qui d'ailleurs porte toujours le nom de Franche-Comté, justement. Mais l'actuelle Franche-Comté, qui était donc le comté de Bourgogne, était jadis, et ce pendant des siècles et des siècles, sous la tutelle, dont à l'époque qui va nous intéresser aujourd'hui, sous la tutelle du grand et prestigieux duché de Bourgogne. Alors, ce duché de Bourgogne a été constitué à peu près au lendemain de l'époque carolingienne. Il va rester en tant que tel jusqu'à la fin du XVe. Et l'époque romane a été pour ce territoire quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors je vous disais qu'effectivement, la Bourgogne romane est d'abord quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la terre où est née l'abbaye de Cluny. Je ne vais pas reparler de Cluny aujourd'hui, je vous l'ai déjà montré l'autre jour, je crois que c'était la deuxième séance. Mais par contre, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes des filles de Cluny. Vous savez que la Bourgogne, c'est actuellement 4 départements. Nous avons la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Yonne et la Côte d'Or. Et la Bourgogne romane concerne principalement le département sud-est de la Saône-et-Loire. Effectivement, c'est là que se trouvait Cluny autrefois. Et c'est donc logique que sur un large périmètre autour de Cluny, nous ayons un grand nombre de fondations clunisiennes, bien que les fondations clunisiennes allaient bien au-delà, étaient bien plus nombreuses et allaient bien au-delà de la région Bourgogne. Donc je vais passer tout de suite aux images pour vous permettre donc voilà de visionner tout ça. Voilà, et je vais commencer par la plus ancienne des églises romanes qui subsistent en Bourgogne, c'est à Châtillon-sur-Seine. Alors, on est à l'extrémité nord-ouest du département de la Côte d'Or, et il y a à Châtillon-sur-Seine l'église Saint-Vorle, dont les origines sont très anciennes. Alors, il faut savoir d'abord que Saint-Vorle était un prêtre bourguignon, hein, donc c'est un saint local qui a vécu au VIe siècle, qui avait le don surtout d'ubiquité. Il avait cette réputation et dès la veille de l'an 1000 à peu près, ces reliques seront minutieusement préservées et on va construire successivement, comme dans la plupart des églises d'ailleurs que je vous ai présentées durant ce cycle, on va reconstruire une église plus importante, plus grande, au goût du jour, une église donc romane, au-dessus d'anciens sanctuaires qui avaient pour mission de préserver les reliques, notamment de ce saint. Alors voici cette église Saint-Vorle et je pense que même si vous n'êtes pas des spécialistes, je pense pour beaucoup d'entre vous, vous devez maintenant reconnaître au premier coup d'œil s'il y a l'empreinte ou pas de bâtisseurs venus potentiellement de Lombardie. C'est ici le cas. C'est ici le cas, c'est une église très ancienne. Vous voyez que sur les murs latéraux, le transept, la tour de croisée, le clocheton au-dessus de la croisée, on a ces plaquages de petites arcades plein cintre, les fameuses bandes lombardes. Voilà, donc ici, on est dans une église qui est carrément du début du XIe siècle. Certains archéologues disent même que des parties remonteraient même à la fin du Xe. Donc c'est vraiment quelque chose de contemporain au développement du premier art roman qui se fait en Lombardie. Ce qui voudrait dire que les bâtisseurs lombards sont arrivés en fait très tôt dans nos régions. La voici sous un autre angle. Alors, il y a des parties qui ont été un peu modifiées quand même, à jonction d'un petit porche, de chapelle latérale, de choses comme ça, qui ont été faites très postérieurement. Voilà de plus près, vous voyez, avec la lumière un peu rasante, les fameuses bandes lombardes pour une église qui a été restaurée très récemment, qui est considérée comme la plus ancienne église romane de Bourgogne actuellement.
Et le chevet, lui aussi, bon, mis à part les rajouts latéraux que vous apercevez ici de l'époque gothique et même au-delà, on voit bien l'abside semi-circulaire avec ces bandes lombardes ici 2 par 2, rythmées par des lésènes, c'est-à-dire des pilastres à peine en relief, hein, qui grimpent entre les fenêtres, voyez-vous, voilà. Donc on a là vraiment un prototype exceptionnel au nord de la Bourgogne de cet art, du premier art roman lombard. L'intérieur est d'une grande austérité. Voilà, une grande austérité. Donc, sachez qu'effectivement, c'était un lieu de pèlerinage, un pèlerinage local, un pèlerinage très fervent pendant des siècles. Donc, les fameuses reliques de Saint-Vorle. C'est pas un saint qu'on rencontre tous les jours, je vous l'accorde, mais qui a le mérite d'exister et d'avoir permis la construction de cette très belle église. Alors nous allons à présent redescendre dans l'actuel département de la Saône-et-Loire, sur un large périmètre donc autour de Cluny. Et à 15 km de Cluny, nous avons, en direction de Mâcon, le prieuré Saint-Martin dans le très modeste village de Chapez. Alors néanmoins, bien que nous soyons là tout près de Cluny, le prieuré Saint-Martin de Chapez n'est pas une fondation clunisienne, mais c'est une fondation certes bénédictine, qui remonte à la fin du Xe siècle. Le prieuré a été fondé par l'abbaye Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône et la construction s'est déroulée dans la première moitié du XIe siècle, tout de suite après le passage d'un personnage illustre qui a été Guillaume de Volpiano dans les années 1021-1023. Alors, qui est ce Guillaume de Volpiano? Bon, en quelques mots, Guillaume de Volpiano est originaire du Piémont. Volpiano, c'est une petite localité qui se trouve au nord de Turin. Et ce Guillaume, donc, a été un très grand mystique, qui est arrivé notamment en Bourgogne et qui a fondé, en particulier à Dijon, une grande abbaye bénédictine, abbaye qui sera reconstruite à l'époque gothique et qui n'est autre que l'actuelle cathédrale de Dijon. Car en effet, Dijon n'est siège d'un évêché que depuis le XVIIIe siècle. Auparavant, Dijon et une bonne partie de la Côte d'Or dépendaient soit du diocèse d'Autun, soit du diocèse de Langres. Alors, le prieuré Saint-Martin à Chapez est un exemple tout aussi remarquable que Saint-Vorle à Châtillon en matière d'art roman, de premier art roman lombard. C'est d'ailleurs son clocher qui est particulièrement connu ici, le clocher qui a été placé à la croisée du transept et qui, vous le voyez au premier coup d'œil, non seulement est couvert de bandes lombardes et de lésènes, mais en plus de ces petites ouvertures caractéristiques au niveau de ce qu'on appelle la chambre des cloches. Ce prieuré a subi lui aussi quelques modifications, surtout à l'intérieur, mais voyez qu'extérieurement, nous avons encore les contreforts d'origine, les petites fenêtres caractéristiques également. Voici la façade, qui ne peut pas être plus simple, simplement ce sont les bandes lombardes et les petites colonnettes de part et d'autre de la fenêtre qui sont son seul et unique décor. Mais on voit bien que ce sont des petits moellons qui ont été utilisés, donc c'est bel et bien le premier âge roman. Il faut savoir que la construction donc a débuté peut-être aux alentours de 1025 et il y a eu d'autres remaniements qui ont été faits postérieurement, notamment au XIIe siècle, où le chœur, on le voit ici, les 3 absides ont été reprises. On voit que c'est de la pierre de taille, donc c'est le deuxième âge roman, mais on maintient néanmoins une partie des bandes lombardes. Voilà ce clocher absolument admirable, admirable de simplicité, tel qu'on pourrait en rencontrer des dizaines et des dizaines autour du lac de Côme, en Lombardie. Alors l'intérieur, je vous le montre, mais la voûte que vous avez là sous les yeux a été en réalité entièrement rebâtie au XVIe siècle, tout en respectant néanmoins le style roman, ce qui est une chose d'ailleurs assez rare à l'époque. Nous savons qu'initialement, il y a eu probablement dans la seconde moitié du XIe, une première voûte en berceau plein cintre, et non pas brisée comme ici, mais cette voûte très lourde a commencé à écarter les murs, et je pense que c'est aussi au XVIe siècle qu'on a dû renforcer la base des piliers, sorte de grosses
colonnes maçonnées que vous apercevez avec ces sortes de pseudo-chapiteaux de forme un peu triangulaire, très, très rustique, très grossier même, et ce qui fait qu'on a un intérieur qui est très lourd. On a même retrouvé, il y a quelques décennies en arrière, lors de la restauration de l'édifice, des restes de quelques décors peints à fresque, mais qui là ne sont pas antérieurs au XVIe siècle également. Voilà, vous voyez mieux ici sur cette photo les gros piliers circulaires dont je viens de vous parler, qui sont en effet très étranges. Lorsqu'on pénètre cette église, on est étonné de voir cette curiosité, c'est un peu disproportionné. Mais ça veut dire, et ça je crois que c'est important pour ce cycle de conférences, ça veut dire que, vous voyez, les Français ont une vision de l'art roman qui est assez curieuse. Pour eux, l'art roman, ça signifie, c'est le synonyme de dépouillement, d'austérité absolue, et deuxièmement, de perfection architecturale, de perfection dans la construction. Or, ce n'est pas tout à fait exact, car on sait qu'il y a eu énormément de problèmes lors de certains de ces chantiers. Il y a eu des effondrements, il y a des choses qui n'ont pas tenu, et c'est un peu sans doute ce qui a dû se passer ici, à Chapèze. Alors, ce qui est très joli à Chapèze, c'est la coupole de croisée sur une base rectangulaire dont on a coupé les angles, plus des petites arcatures intermédiaires, sorte de bandes lombardes là aussi. Et vous voyez qu'on peut encore sonner les cloches manuellement. Alors, dans un autre coin de la Bourgogne, dans le département de la Nièvre, la Charité-sur-Loire, avec l'ancien prieuré Notre-Dame. Alors, c'est un prieuré qui a été construit tout au long des XIe et XIIe siècles. Et là, nous avons une véritable fondation clunisienne. En effet, la Charité-sur-Loire n'était autre que la fille aînée, chronologiquement, de Cluny. Son église, alors d'abord voici, avec la cohabitation de la ville qui s'est développée bien sûr tout autour au fil des siècles, voici donc au cœur en noir, vous voyez, foncé, l'ancien prieuré qui a l'allure d'une véritable abbaye et pourtant ça n'était qu'un prieuré, comme je vous l'ai expliqué, donc une sorte de minuscule monastère qui comptait de 2 à 12 moines maximum. Et donc il y avait à sa tête un prieur et non pas un père abbé. Alors, nous sommes bien sûr dans une fondation bénédictine clunisienne et voici uniquement le plan de l'église priorale, donc. Et là, on est ahuri de voir que pour un simple prieuré, nous avons une église qui a les proportions non seulement d'une véritable église abbatiale, mais presque d'une cathédrale. Et on pourrait même dire que cette église, au final, pourrait faire partie de la famille de ces grands édifices, ces grandes églises de pèlerinage que je vous ai présentées à la seconde conférence, avec un transept, avec un déambulatoire à chapelle rayonnante. Et vous constatez qu'il n'y a pas 3, mais 5 nefs à l'intérieur de cet édifice. Sachez que cette église était la plus grande, non seulement en Bourgogne, mais même au-delà, dans l'ensemble de la France, après l'église abbatiale de Cluny, qui, rappelez-vous, faisait 187 mètres de longueur. Or, il s'avère que l'église que vous avez là sous les yeux mesurait 122 mètres de longueur. Donc, on est à peu près, à quelques mètres près, dans les proportions, par exemple, de Notre-Dame de Paris. Pour vous donner une idée, c'est absolument ahurissant. Alors, voilà une reconstitution en 3D de l'ensemble du prieuré, qui est presque une ville dans la ville, véritablement. Mais malheureusement, la plupart des bâtiments que vous voyez ici donc, sont numérotés, sont des bâtiments qui ont été détruits en fait assez tôt, déjà à l'époque de la guerre de Cent Ans, ensuite au moment des guerres de religion, et puis la Révolution française, bien évidemment, va poursuivre le désastre. Et vous voyez d'ailleurs au numéro 10 et aux lettres A et B, qu'en effet, il y avait là la suite des 5 nefs de l'église priorale qui, malheureusement, ont été détruites à un moment donné. Donc, il ne reste qu'un morceau, mais vous allez voir quel morceau absolument titanesque à lui seul. La façade reconstituée ici en maquette d'origine donc, nous montre qu'il y a bel et bien 5 portails au rez-de-chaussée. Et on a donc cette paire de tours, de clochers, qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs ce que j'aurai l'occasion de vous présenter prochainement lorsque nous opérerons la jonction du roman
sur le gothique, nous avons ici en effet cette paire de tours qui annoncerait presque déjà un peu le schéma des premières églises gothiques qui arriveront dès le deuxième tiers du XIIe siècle. Voilà la reconstitution en maquette dans son intégralité. Alors, la maquette, la photo qui est en bas à droite, vous montre le chevet. Il faut savoir que ce chevet a été repris postérieurement au XIIe siècle, où on lui a rajouté ce fameux, ou plutôt on a développé le déambulatoire et les chapelles rayonnantes. Voilà d'ailleurs sur le vif, donc à quoi peut ressembler cet édifice. Et là, vous allez voir qu'il ne s'agit pas du tout, en effet, d'un art roman dépouillé, austère, dénudé. Je disais, c'est une vision complètement erronée que nous avons en France de l'art roman. Et la Charité-sur-Loire, en effet, permet de nous montrer le contraire de tout ça. Alors, je vais vous montrer quelques détails de près. Vous voyez là au premier plan, donc des murets, des parties qui sont en ruine. Donc, il y avait les bâtiments du prieuré qui étaient là, qui ont été détruits. Voilà de plus près le chevet d'époque romane. On voit qu'en effet, ce chevet est plutôt du XIIe siècle, de par l'utilisation de pierres de taille. Et voyez que plus je me rapproche dans les détails de cette fabuleuse construction, plus vous découvrez ce plaquage le long dans le couronnement du chœur, couronnement du transept, plus encore de la tour octogonale qui marque la croisée du transept. C'est toutes ces petites arcatures qui sont elles-mêmes polylobées, soutenues par des petites colonnettes, des chapiteaux. On a également des statues par endroits, donc c'est un véritable joyau. En fait, chers amis, vous avez là sous les yeux, en effet, la fille aînée de Cluny et la preuve par A plus B de la stupéfiante richesse de l'ordre de Cluny. Et c'est envers cela, en particulier, que les cisterciens, qui vont naître aussi très vite, se développer en Bourgogne, vont réagir, prônant des choses tout à fait contraires à ce que vous avez là à l'instant sous les yeux. Voilà, cet autre détail de la croisée. La même croisée de plus près. Regardez attentivement. Hein. Ce sont donc des petites arcades en arc brisé, elles-mêmes polylobées dans la partie haute, plus des colonnettes et des petits pilastres richement décorés. Et vous rajoutez à cela donc la statuaire, ainsi qu'une foule de détails absolument partout. Donc c'était un véritable bijou que cette église priorale démesurée, dont le clocher que voici est un véritable chef-d'œuvre. Il est un peu lourd, c'est vrai, mais c'est un monument exceptionnel. Alors il y a des parties, vous le voyez, qui sont complètement reconstruites, délabrées, mais on voit quand même encore de très beaux vestiges romans. Et voyez-vous, cette enfilade d'arcs plein cintre que vous avez en haut, richement décorée tout autour, hein, toutes sortes de sculptures ornementales, de palmettes, etc. Tout cela, en fait, en Bourgogne, s'inspire directement des portes antiques de la ville d'Autun. À Autun, il y a au moins 2 portes romaines qui sont conservées et qui vont être sans cesse citées, étudiées, répétées à travers bon nombre de ces grandes églises romanes bourguignonnes. Voilà de plus près ces fameuses arcades. À la limite, on oublie même l'architecture. L'architecture est noyée ici par le décor sculpté. Voilà un petit peu à distance, depuis les bords de Loire, effectivement, ce qui reste de ce monument grandiose. Un seul clocher contre 2 initialement. Et l'intérieur, donc faites abstraction de la voûte qui sera reconstruite beaucoup plus tard et après les guerres de religion, mais vous avez donc là un grand morceau qu'il faut donc imaginer beaucoup plus long initialement, non seulement de la nef principale, mais imaginez, j'en ai pas de détails ici, pardonnez-moi, les 5 nefs initiales. Vous constatez quand même que les arcs deviennent franchement brisés. Presque annonçant déjà d'ailleurs le monde gothique, y compris par les proportions
Et je trouve d'ailleurs personnellement que ce chœur que vous avez là sous les yeux, donc très repris au XIIe siècle, annonce lui aussi, surtout les fines colonnes très serrées que vous avez dans l'abside semi-circulaire au fond de ce chœur, ça annonce déjà tout un schéma qui sera développé à l'époque gothique, au XIIIe et XIVe siècle. Voici un des bras du transept qui nous montre là aussi intérieurement ces plaquages de grandes arcatures plein cintre citant les portes romaines d'Autun. Et puis quelques détails de sculpture, puisque je n'aurai pas eu le temps dans ce cycle de vous parler beaucoup de sculpture ou de peinture romane, mais surtout les sculptures, parce que les peintures romanes, il n'en reste pas énormément tout de même par rapport à l'architecture et aux sculptures. Ici, sur ce linteau d'une porte murée postérieurement, vous avez donc de gauche à droite l'Annonciation, la Visitation, la Nativité et l'annonce au berger. Et j'aime beaucoup la nativité, puisque vous voyez que la Vierge Marie est représentée de manière très naturelle, couchée, avec une couverture très, au mouvement très fluide d'ailleurs, hein, et l'enfant Jésus au-dessus avec les animaux, l'âne et le bœuf. Hein, vous avez une très très jolie crèche ici. Voilà de plus près d'ailleurs cette nativité. Et regardez bien les yeux, autant des personnages que des animaux, et vous voyez ils ont l'air très vivants, car il y a en effet une goutte de plomb qui a été mise à l'intérieur pour les rendre encore plus vivants. Remarquez tout ce travail très raffiné, les petits trous faits dans la pierre partout, autant dans la frise à la grecque qui est en bas, que sur le lit de la Vierge Marie. Bon, ça c'est un travail qui a été fait avec un ustensile qu'on appelle le trépan. Voilà un autre portail latéral qui a été lui aussi muré. Bon, vous voyez qu'en bas sur le linteau, on retrouve la même frise à la grecque, mais vous avez donc au-dessus, à gauche, l'adoration des mages, la Vierge et l'enfant sur un trône, Saint Joseph à l'arrière. À droite, la présentation au temple, et au-dessus, dans le tympan, vraisemblablement, la transfiguration, le Christ en gloire, avec les deux prophètes de part et d'autre, et Pierre, Jacques et Jean. On a bien trois personnages encore aux extrémités. Je vous montre aussi ce beau détail. On a même conservé, malgré les tempêtes de l'histoire à la Charité-sur-Loire, des portes, des boiseries, des ferrures et des serrures également de l'époque romane. Alors le chêne en Bourgogne est l'essence de bois qui domine. Le chêne peut devenir extrêmement dur s'il a été bien séché pendant de longues, longues années. Et il y a eu aussi beaucoup de mines de fer en Bourgogne que les cisterciens d'ailleurs exploiteront largement jusqu'à l'extrême fin du Moyen Âge. Alors, nous nous rendons à présent virtuellement à Autun, qui est donc une cité épiscopale, d'abord une cité antique, et puis qui va connaître un nouvel âge d'or à l'époque romane, et même un peu avant, à l'époque carolingienne. Car en effet, il y a là une histoire assez extraordinaire qui va se produire à Autun. C'est qu'à un moment donné, au début du 8e siècle, lorsque en Méditerranée se déroulent les premières invasions sarrasines, et bien au-delà d'ailleurs, à Marseille, on conservé dans la cathédrale de Marseille les reliques de Saint Lazare, Lazare que le Christ a ressuscité, et qui a été, nous dit la tradition, le premier évêque de Marseille, dont Lazare, frère de Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine, et les chanoines de la cathédrale de Marseille ont décidé de cacher les reliques de leurs saints. Et pour cela, étant donné qu'à cette époque, dans le haut Moyen-Âge, Provence et Bourgogne constituaient ce qu'on appelait le royaume de Bourgogne, justement, eh bien, on a décidé de procéder à une translation des reliques de Saint-Lazare jusqu'à Autun. Et du coup, on va progressivement, au fil du temps, en arriver jusqu'à la reconstruction d'une église cathédrale digne de ce nom que voici, pour abriter non seulement le siège de l'évêque de ce diocèse, qui a été d'ailleurs un très vaste diocèse autrefois, et plus encore les reliques de Saint-Lazare. Alors, ici, extérieurement, ne soyez pas étonnés, vous voyez que latéralement, il y a des fenêtres gothiques, dessus, il y a des arcs-boutants, le clocher est lui aussi de l'époque gothique. Par contre, au-delà de cela, nous avons encore tout le gros œuvre du XIIe siècle qui demeure, ainsi que les clochers, la façade, le porche
et les sculptures. Alors voici justement au niveau d'un bras de transept une façade, un bloc de bâtiment de l'époque romane qui est absolument intact. Vous voyez que c'est bel et bien le deuxième âge roman ici. C'est la belle pierre de taille qui a été utilisée. Et vous voyez qu'au-dessus du portail, on a encore ce plaquage d'arcatures plein cintre. Alors, ce ne sont pas des bandes lombardes ici, parce que ça serait trop gros, mais par contre, c'est toujours la référence aux arcades plein cintre de l'une des portes romaines de la même ville d'Autun. Là, il est clair que les bâtisseurs avaient un modèle par excellence sous les yeux. Alors, bien sûr, à Autun, les pèlerins, les visiteurs, les paroissiens sont accueillis depuis le XIIe siècle. Alors, les dates de construction, c'est vraisemblablement entre 1120 et 1146. Donc, un chantier qui a été mené assez rapidement, car c'est une commande, bien sûr, épiscopale. Et le portail nous présente donc un des grands chefs-d'œuvre de la sculpture romane. Le tympan, qui en plus a la particularité de porter, chose rarissime à l'époque, la signature au niveau des pieds du Christ du sculpteur qui l'a réalisé. Et ce sculpteur s'appelle Gislebert, Gislebert, le tympan, le thème, c'est bien sûr un grandiose jugement dernier, très complexe d'ailleurs. Et voyez qu'autour de l'arc plein cintre, il y a également une prolifération de sculptures dans les voussures où l'on trouve les signes du zodiaque, les mois de l'année. Nous avons également au centre du portail ce pilier sculpté qui figure Saint Lazare avec ses deux sœurs Marthe et Marie-Madeleine. Alors voici des détails de plus près. Alors le style de ce fameux Gislebert est très curieux parce que les personnages sont filiformes, ils sont longilignes. C'est assez étrange. En même temps, c'est un style qui est assez nerveux. Bon, il faut dire que le jugement dernier n'est certainement pas une partie de plaisir, si je puis dire, et donc on a toute une tension que ce sculpteur a réussi à faire passer ici même. Or, je trouve merveilleux cette sculpture qui soutient au centre le fameux linteau. Donc voilà un extraordinaire Saint-Lazare, d'ailleurs, qui est très rarement représenté dans l'iconographie au fil du temps. Et il est présenté vraiment en évêque, mais pas en évêque d'Autun, en premier évêque de Marseille. Vous voyez qu'à droite, Marie-Madeleine porte le vase à parfum, et de l'autre côté, nous avons Sainte-Marthe. Sculpture longiligne là aussi, avec des drapés très raffinés, presque mouillés. Alors, la grande nef, nous avons 3 nefs et un transept, donc un plan croix latine pour cette cathédrale. Et la grande nef est assez majestueuse. Bon, ma photo commence un peu à dater car je sais que dernièrement, la grande nef a été restaurée. Il faut que j'y retourne pour refaire une campagne photographique. Mais vous devinez que latéralement, dans cette nef, on a encore, au-dessus des grandes arcades ouvrant sur les nefs latérales, on a encore ces plaquages d'arcades qui s'inspirent des portes antiques d'Autun. Grandes arcades que l'on retrouve au fond du chœur dans l'abside, sur 2 niveaux, mais par contre, la partie haute du chœur a été reprise plus tard, à l'époque gothique, d'où ces grandes fenêtres qui laissent pénétrer beaucoup de lumière. Mais, chers amis, je vais devoir faire appel à une certaine imagination, là, de votre part. En effet, jusqu'en 1766, il faut imaginer, au fond de cette abside, au fond de ce chœur, un grandiose monument qui avait la forme d'une chapelle, qui mesurait plus de 6 mètres de hauteur et qui était un des grands chefs-d'œuvre à la fois de l'architecture et surtout de la sculpture romane du XIIe siècle, que nous avons en grande partie perdu malheureusement, car en 1766, ce monument a été démantelé à la demande des chanoines de la cathédrale d'Autun. En fait, qu'est-ce que c'était que ce monument? C'était comme une sorte d'église dans l'église qui voulait en fait représenter, symboliser le tombeau de Saint-Lazare. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs, je vais y revenir dans un instant, pardonnez-moi, je vous montre d'abord quelques détails de l'architecture. Donc, nous sommes là, à droite, vous voyez le chœur un peu de biais, vous voyez l'autel moderne actuel, et justement, c'est déjà à l'emplacement de l'autel actuel que débutait ce grand monument de 6 mètres de hauteur.
voyez aussi que l'architecture est extraordinaire, avec encore nos grandes arcades plaquées s'inspirant des portes romaines. Et ça se poursuit ici, bien sûr, dans l'autre bras du transept. Voilà de plus près cette référence antiquisante, y compris d'ailleurs les pilastres cannelés, qui eux aussi sont très antiquisants. Voici justement une photo ancienne de la porte Saint-André, c'est une des deux conservées. Vous voyez donc de quoi je veux parler. Au premier étage, vous avez cette succession d'arcades séparées par des pilastres et des chapiteaux. Voilà donc la source d'inspiration. Retour donc dans le cœur de la cathédrale. Donc c'est là qu'il faut imaginer dans l'axe de la nef ce monument évoquant le tombeau de Lazare, dont voici la maquette. Alors le musée Rollin à Autun conserve cette maquette ainsi que les fragments de sculpture et de décoration qui proviennent de ce monument, qui nous permettent donc d'en avoir une idée assez précise. Alors en réalité, les reliques de Lazare avaient été placées dans le sarcophage que vous apercevez au centre même de cette chapelle, donc de ce tombeau, avec des sculptures, vous voyez, un peu partout, évoquant, reconstituant l'épisode des évangiles relatant la résurrection de Lazare par le Christ. Et il y avait de part et d'autre de ce tombeau un petit escalier qui permettait donc de rentrer d'un côté, de ressortir de l'autre. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a ici sur la maquette un pèlerin qui est en train de descendre, et il est encapuchonné, il est en train de descendre. Donc les pèlerins pouvaient passer sous le sarcophage et donc toucher de leurs mains vraiment le sarcophage contenant les reliques, et ainsi donc se sanctifier ou sanctifier au passage des médailles, des fioles contenant de l'eau, de l'huile, etc. Donc ça a été un lieu de pèlerinage très fervent là aussi pendant des siècles. Voici au musée Rollin ce qui nous reste donc des sculptures. Alors ce sont les meilleurs morceaux, certes, mais vous voyez qu'il reste peu de choses. Vous avez à gauche donc le Christ, et vous avez à droite, alors d'abord les trois statues, celle qui est au centre, au fond au centre, qui est en train de pleurer, c'est Marie-Madeleine. À droite, vous avez donc Sainte Marthe. Les voici de plus près, et voyez que l'artiste a su ici transmettre, bien que ce soit très abîmé, une certaine expressivité. Là aussi, on voit autour du voile de Marie-Madeleine tous les petits trous, dont le travail au trépan qui est remarquable. Voilà la même femme sous un autre angle. Donc, ce sont des sculptures de grande qualité, très émouvantes, bien sûr. Ensuite, nous nous transportons à Paray-le-Monial. Alors, Paray-le-Monial est surtout très connu depuis le XVIIe siècle, puisque cette localité a été l'épisode dans les années 1670 des apparitions du Christ à Sœur Marguerite Marie, de le Christ qui a révélé, comme vous le savez tous, son Sacré-Cœur. Mais du coup, l'ancienne église priorale Saint-Sauveur et Notre-Dame va prendre le vocable beaucoup plus tard, en 1875, de basilique du Sacré-Cœur. Mais initialement, c'était un ancien prieuré bénédictin, fondation de Cluny d'ailleurs également, construit autour des années 1140. Donc voici le plan de l'église priorale, qui est assez courte, mais de belles proportions, croix latine, transept, et là à nouveau déambulatoire à chapelle rayonnante autour du chœur. Alors, de prime abord, même si nous n'avons pas ici de bande lombarde, on peut quand même dire que les deux clochers de façade, qui sont assez remarquablement conservés, sont quand même dans leur silhouette de type lombard. On voit que le transept est très saillant. Voilà, autre vue sur la façade avec la paire de clochers d'époque romane. À droite, vous apercevez les bâtiments du prieuré, mais qui ont été ici en très grande partie reconstruits au XVIIe et XVIIIe siècle. Et l'admirable chevet de l'église priorale, avec cette superposition d'absidioles, puis le déambulatoire, puis la grande abside, cette espèce de grande forme pyramidale, voyez-vous, et les deux bras de transept de part et d'autre.
L'intérieur a été récemment restauré et on a pu nettoyer la belle pierre dorée, pierre locale qui a été utilisée ici, riche en minerai de fer à nouveau. Et vous constatez que cette église est toujours dans la parenté, par cette architecture qui nous renvoie à des éléments antiques d'Autun, dans la lignée de la cathédrale d'Autun. On retrouve des pilastres cannelés, on retrouve ce plaquage d'arcades plein cintre au-dessus des grandes arcades, et ainsi de suite. Mais les voûtes, les arcs commencent, surtout l'arc triomphal du chœur, commence à être franchement brisé ici. Et plus récemment, on a même retrouvé cette grande peinture médiévale qui orne le cul-de-four de l'abside. Voilà les détails des pilastres cannelés à l'antique, superposés d'ailleurs, et dans les parties hautes, donc toujours ces arcades plein cintre, là aussi à la manière romaine. Alors, moins connue, la petite ville de Saulieu, en Côte d'Or, alors on est à l'extrémité nord du Morvan ici, possède une grande église paroissiale qui est tout de même une basilique, la basilique Saint-Andoche. Alors voilà un autre saint qui n'est pas très connu, c'est un saint qui a été martyrisé, nous dit la tradition, au IIe siècle, et il a été donc martyrisé à proximité de l'actuelle ville de Saulieu. Ces reliques ont été conservées donc in situ, plusieurs églises ont été érigées au-dessus du tombeau, jusqu'à la reconstruction au début du XIIe siècle de l'église telle que nous la voyons aujourd'hui, avec deux clochers, dont celui de droite qui est resté inachevé. Et on retrouve à l'intérieur, mais dans une version plus sobre, ce plaquage d'arcades, vous voyez, à mi-chemin entre les grandes arcades du rez-de-chaussée et les fenêtres hautes dans la grande nef. L'ensemble est voûté d'un beau berceau brisé rythmé de doubleaux assez puissants. Et là aussi, donc, c'est un lieu de pèlerinage puisque l'église donc est toujours construite au-dessus du tombeau de Saint-Andoche. Voilà, depuis le chœur vers le portail. Église admirablement restaurée, là aussi, récemment. Une vue latérale. Et la vue d'une nef latérale pour vous montrer qu'il y a toujours ces voûtes d'arêtes plutôt utilisées en effet pour les nefs latérales. Mais voyez que les chapiteaux, vous les devinez, sont admirables, des chefs-d'œuvre de sculpture, et certains d'entre eux, dont ceux qui sont là au premier plan de cette photo, nous montrent qu'ils sont là aussi dans un esprit très antiquisant, tout au moins pour certains d'entre eux. Alors, on a toujours cette grande parenté donc dans la suite de la cathédrale d'Autun, avec ses références aux portes antiques d'Autun, avec notamment la collégiale Notre-Dame à Bonn. Voilà, collégiale Notre-Dame, dont le chœur a été repris dans la partie haute, comme à Autun d'ailleurs, à l'époque gothique également. Il y a aussi beaucoup de chapelles latérales qui ont été rajoutées postérieurement, mais l'essentiel de l'église du XIIe siècle a été gardé là aussi. Donc c'est une des grandes églises, une collégiale détenue par un chapitre de chanoines depuis toujours, et qui est la grande église paroissiale de cette charmante ville de Côte d'Or. Voilà, avec notre éclairage peut-être ici, vous voyez la voûte d'un seul jet est absolument admirable. On retrouve en effet latéralement toujours nos arcades à l'antique dans les hauteurs. Et le chevet, donc les arcs-boutants et la partie haute de ce chevet sont du XIIIe siècle, mais toute la partie basse, c'est la partie d'origine du XIIe. Alors la tour de croisée est également du XIIe, simplement au XVIIe siècle, on va la coiffer de cette espèce de toiture en chapeau de gendarme avec un lanterneau. Voilà la même chose de plus près sous un autre angle. Alors, il y a dans le fin fond de la campagne bourguignonne, en Saône-et-Loire, le charmant site de Berzé-la-Ville, qui possède donc un peu à l'écart ce qu'on appelle la chapelle aux moines. Alors, c'était un petit prieuré
là aussi, qui avait été fondée probablement au XIe siècle, peut-être même un petit peu avant, qui à un moment donné sera rattachée à Cluny. Voilà l'ensemble, vous voyez, dans la campagne. Alors on voit la très jolie chapelle plutôt de la fin du XIe siècle, et les bâtiments du prieuré plutôt sur la, oui, de part et d'autre, à gauche et à droite, dans l'état actuel, sont plutôt des XVIe et XVIIe siècles. Voilà, la chapelle donc tout à fait à part. Et aux stupéfactions, à la fin du XIXe siècle, le curé de la paroisse locale, qui avait entrepris donc des travaux dans cette modeste chapelle, s'est rendu compte que derrière les couches d'enduit des derniers siècles, il y avait en fait le décor peint d'origine. Et donc on a là ce qu'on pourrait presque appeler, entre guillemets, la chapelle Sixtine romane de Bourgogne. Voyez-vous, c'est un peu ça. C'est en effet un chef-d'œuvre. Alors, on voit qu'il y a encore dans ces peintures à fresques du XIIe siècle ici, une très forte connotation esthétique byzantine. Le Christ est en majesté dans sa mandorle, le visage du Christ est encore quasiment celui d'une icône, c'est tout à fait dans cet état d'esprit. Vous voyez que de part et d'autre de la mandorle, il y a tout un peuple de saints représentés ici. Bon, tout ça est très abîmé, il reste très peu de matière picturale sur ces murs, mais on a quelque chose qui fait encore vraiment son effet. Je vous montre quelques détails de plus près avec des éclairages différents. Donc ce cul-de-four de l'abside est un véritable monument pictural, vraiment. Également, le pourtour de la même abside semi-circulaire. Donc, il faut imaginer là, bien sûr, l'autel qui a disparu, mais on voit toute une série de saints avec également devant eux des fausses tentures, presque des tentures en trompe-l'œil. Voilà de plus près les différents visages, vous voyez, où on voit donc le Christ, les apôtres, tout un ensemble d'autres saints aussi, avec une très belle expressivité. Vous voyez des traits qui sont encore bien marqués, vraiment à la manière byzantine. Donc ça n'a rien d'étonnant, hein, bien sûr, et le monde roman est aussi l'héritier de l'Église d'Orient d'une certaine façon, bien entendu, hein, ça c'est primordial. Voilà, là aussi un autre épisode, vous voyez qu'il reste en effet très très peu de pigments hein, sur les murs. Ou encore cette belle silhouette féminine ici, richement parée. Voilà, donc autour de cette architecture qui est restée véritablement intacte. Alors nous avons aussi la célèbre basilique de Vézelay. Alors, la basilique de Vézelay se trouve dans le département de l'Yonne, au nord-ouest, extrémité nord-ouest du Morvan. Alors là, vraiment, au cœur même de la campagne de la Bourgogne profonde. Mais quel site merveilleux que Vézelay. Alors, bien qu'à l'écart, Vézelay se trouve, c'est une étape importante sur l'une de nos routes françaises conduisant à Compostelle. C'est la route qui passe par Limoges. Et nous avons une fondation bénédictine, une de plus. C'est une puissante abbaye bénédictine à l'époque qui nous intéresse. L'église abbatiale a été construite autour de 1120-1150. C'est une fondation du comte de Bourgogne, Girard de Roussillon. Et donc, nous avons là, d'abord cette vue aérienne vous montre à peu près ce qui reste de l'abbaye, puisqu'en fait, il reste essentiellement l'église abbatiale que vous avez au premier plan, avec sa célèbre façade. Il faut quand même bien regarder, parce qu'initialement, il est clair qu'il y avait 4 clochers à cette église abbatiale, les 2 de la façade et ceux qui coiffaient, il n'y a plus que celui de droite, les 2 bras de la première travée juste avant le transept. À droite, là où il y a actuellement de la verdure et des voitures garées sur ma photo, c'est l'emplacement du cloître dont il ne reste qu'une galerie. Et puis le reste des bâtiments monastiques étaient autour, il en reste fort peu de choses, hélas. Dans les tempêtes de l'histoire et surtout de la Révolution, le site a particulièrement souffert. D'ailleurs, il a été sauvé, et il faut bien le dire, je suis un défenseur personnellement, par Viollet-le-Duc. Ça a été son premier chantier de restauration dès 1840.
Alors, différentes vues sur ce qui reste de l'église abbatiale, bon, qui est quand même à peu près intacte, mis à part enfin, 2 clochers sur 4. Et nous avons en fait une église très vaste dont le chœur a été repris dans la partie haute aussi à l'époque gothique, au XIIIe siècle. Mais le déambulatoire, avec ses fenêtres en plein cintre, assez grandes d'ailleurs, sont d'origine. Ça, c'est bel et bien du XIIe siècle. Voilà, là, je suis à peu près à l'emplacement de l'ancien cloître. Et bien sûr, quoi de plus beau, je crois, dans cet art roman bourguignon que la grande nef de Vézelay. On passerait des heures à contempler cette nef de Vézelay. Cette grande nef, alors d'abord, pourquoi est-ce que les bénédictins ici ont construit une église aussi vaste, aussi somptueuse? Parce qu'en fait, c'était aussi une église de pèlerinage. Eh bien, parce qu'à un moment donné, on a annoncé qu'on avait découvert là le tombeau de Sainte Marie-Madeleine et qu'on avait donc ses reliques. Mais le seul problème, c'est que Marie-Madeleine est déjà vénérée en Provence, sur le site de Saint-Maximin, au pied de la Sainte-Baume, et ce depuis des siècles et des siècles, en fait, depuis 2000 ans. Et donc, les pèlerins, beaucoup de textes nous disent qu'ils n'hésitaient pas à demander, un peu surpris, au mois de Bénédictin, mais comment se fait-il que vous ayez ici, en Bourgogne, le tombeau de la Sainte? Et les textes nous disent que les bénédictins n'ont jamais su que répondre. Bon, en réalité, à partir du moment où, à la fin du XIIIe siècle, les comtes de Provence ordonnent que l'on retrouve les restes de Marie-Madeleine sur le site actuel de Saint-Maximin dans le Var, on a retrouvé donc les restes, on a construit la grande basilique de Saint-Maximin au-dessus de son tombeau, et du jour au lendemain, le pèlerinage de Vézelay a été presque complètement balayé. Ça n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le diocèse de Toulon offrira un petit ossement de Marie-Madeleine à Vézelay en provenance de la basilique de Saint-Maximin. Dans tous les cas, comme m'a dit il y a quelques années le curé de Vézelay, mais à Vézelay, néanmoins, même si nous n'avons pas le véritable tombeau de Marie-Madeleine, les murs et les piliers transpirent Marie-Madeleine. Ce qui est un peu vrai. C'est un endroit qui est plein de foi, et vous voyez la beauté de cette architecture, qui est un véritable credo pour les bâtisseurs de ce temps. C'est tout ça, c'est à la gloire de Marie-Madeleine. Et vous voyez que les arcs doubleaux d'une voûte, d'ailleurs, ce n'est pas une voûte en berceau plein cintre que nous avons ici, ce sont des voûtes d'arêtes rythmées de doubleaux à la manière pisane, là aussi, avec une pierre foncée et une pierre claire en alternance. C'est ce qui fait tout le charme, d'ailleurs, hormis des proportions admirables de par l'emploi du nombre d'or ici, ça a été vérifié, de cette grande église abbatiale bénédictine. Voilà, je vous la montre un peu sous un autre angle. L'architecture, en fait, est très lourde. La nef n'est pas très haute, elle est très longue, mais pas très haute. Mais néanmoins, il y a une harmonie ici incomparable. Alors, il y a de très nombreux chapiteaux sculptés qui feraient l'objet d'une visite à part entière. C'est aussi voilà, une nef latérale voûtée d'arêtes également, et vous devinez que tous les chapiteaux, en effet, sont sculptés dans les moindres recoins. Voici la crypte dans laquelle on conservait donc, jadis les pseudo-reliques de Marie-Madeleine et depuis la fin du XIXe, celles en provenance donc, de Saint-Maximin. Et je vous montre quelques petits exemples des plus beaux chapiteaux. Alors ici, on est en train de moudre du grain. Vous voyez, on voit qu'on est en train de remplir le sac. Voilà, donc les métiers, la vie quotidienne d'autrefois. Ou encore ici, un évêque à droite en train de converser ou peut-être de bénir ou d'enseigner à ce qui semble être une sorte peut-être de bûcheron sur la gauche, parce qu'en effet, il porte une hache. Et vous voyez qu'il y a un arbre qui est carrément un palmier, même entre les deux. C'est assez charmant, assez exotique. Alors ici, les choses se corsent un peu, car vous avez vraisemblablement un symbole de la luxure. Vous avez cet abominable démon qui est en train, avec d'ailleurs le serpent autour de ses pattes, et qui est en train de tenir dans ses griffes une jeune femme dénudée.
Ou encore ici, cet épisode biblique bien connu dans l'Ancien Testament de Moïse, qu'on aperçoit à gauche, portant les tables de la loi. Donc il est en train de descendre du mont Sinaï, après avoir reçu donc de la main de Dieu, du doigt de Dieu, le décalogue, les 10 commandements, et malheureusement, pendant ce temps, son peuple s'est corrompu. Et donc, c'est ce qu'il découvre. Vous avez le veau d'or qui est au premier plan. À l'arrière, on devine un petit peu le peuple corrompu, mais le plus intéressant ici, c'est qu'au-dessus du veau d'or, vous avez un démon effroyable, échevelé, plein de tensions, les pattes vraiment avec des griffes bien affûtées, voyez-vous, et qui semble mener la danse, et qui nous rappelle en effet la phrase bien connue, le veau d'or est toujours debout dans sa gloire dérisoire. On le voit bien d'ailleurs de nos jours encore, si je puis me permettre. Mais voilà en tout cas un chapiteau qui en dit long, même encore pour notre époque. Alors, dans le narthex de cette église abbatiale, vous avez le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de la sculpture romane sur place. C'est le grand portail qui fait 9 mètres de largeur et qui nous présente un thème extrêmement rare, plus encore à cette époque. Le voici de plus près. Alors, vous voyez qu'il y a le Christ en majesté au centre, dans sa mandorle, mais depuis les mains du Christ, on voit qu'il y a des rayons, on le voit surtout dans sa main droite, des rayons qui partent. Alors, ça n'est pas le Saint-Esprit, enfin, on pourrait, oui, le voir comme ça, mais ça n'est pas l'épisode de la Pentecôte qui est symbolisé ici, mais c'est l'envoi en mission des apôtres par leur maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est très, très intéressant et en effet très rare, cet envoi en mission, pour nous rappeler aussi que sur ce site, il y a eu des croisades qui ont été prêchées. Saint Bernard a prêché, en effet, une croisade avant le départ, ici même à Vézelay. Donc, il y a un peu cette mission apostolique de l'Église qui est symbolisée là, et tout le peuple qui est représenté sur le linteau, eh bien, ce sont un peu des allégories des différents peuples que l'on trouvait à travers l'Europe à cette époque, avec beaucoup d'imagination, bien entendu. Nous avons aussi des petits tympans au niveau des 2 portails latéraux. Alors, celui-là semble évoquer l'épisode des pèlerins d'Emmaüs, tandis que l'autre nous renvoie à l'enfance du Christ. Alors, ça va de l'Annonciation, la Nativité, etc. Vous voyez la qualité, la richesse, une fois de plus, de ces sculptures dès les portails d'entrée de l'église abbatiale. Alors, je poursuivrai, je terminerai avec, eh bien, là, on a beaucoup parlé de bénédictins, de fondation clunisienne, c'est la logique des choses en Bourgogne. Maintenant, nous allons voir là, en contrepartie, la réforme, la scission qui va s'opérer sous l'impulsion de Étienne Harding, de Robert de Molesme et à leur suite de Bernard de Clairvaux, dans la famille bénédictine. Donc, le retour à la règle de Saint-Benoît, la règle initiale, mais que l'on va retrouver, qu'on va remettre à l'honneur avec beaucoup plus de pureté et de fermeté, surtout, d'austérité. Et donc, c'est la fondation de l'ordre cistercien, qui est né en effet avec l'abbaye de Cîteaux, qui se trouve au sud-est de Dijon. Mais Saint Bernard, donc, voyager en Bourgogne, c'est aussi faire un périple extraordinaire sur les pas du grand Saint Bernard de Clairvaux, qui est né en plus à Fontaine-lès-Dijon, à côté de Dijon, et qui a fondé lui-même plusieurs abbayes, dont celle de Fontenay. Fontenay a été fondée en effet par Saint Bernard en personne en 1119. Voilà cette vue aérienne qui vous montre l'ensemble des bâtiments monastiques. L'abbaye est à peu près intacte, en particulier la gigantesque église abbatiale que vous apercevez à gauche. Je dis gigantesque parce qu'elle mesure 66 mètres de longueur, c'est-à-dire presque 2 fois l'abbaye du Toronnais ou encore 2 fois n'importe laquelle des 3 abbayes cisterciennes provençales dont je vous ai parlé avant-hier. Voilà la façade, on est là en effet dans le retour au dépouillement absolu. Contrairement à la richesse de sculpture et d'architecture que nous venons de voir aujourd'hui dans les fondations bénédictines clunisiennes. Voilà un petit peu l'extérieur, le chevet qui est le chevet plat, avec de très nombreuses fenêtres, 3 par 3. Vous voyez, les cisterciens sont très à cheval sur le dogme de la Trinité, qui mettent bien en évidence.
et la grande nef extrêmement majestueuse. Et vous voyez, avec ce contre-jour, l'ensemble, l'effet que produit le chœur avec ce chevet plat et au-dessus de l'arc triomphal du chœur, ces superpositions d'ouverture. Donc c'est un ensemble qui est très lumineux, bien entendu. Voilà comment la grande nef est contrebutée, vous voyez, par des berceaux transversaux qui coiffent en fait les nefs latérales. Sont à peine sculptés, c'est ce qu'on appelle des feuilles d'eau qui sont toutes lisses. C'est très caractéristique du monde cistercien également. Voilà la perspective sur une nef latérale, vous voyez, bien renforcée de piliers, de chapiteaux qui ne sont pas sculptés et d'arcs brisés. Et ici, dans le bras droit du transept, l'escalier qui permet d'accéder au dortoir des moines. Donc c'est un bâtiment d'abord bien sûr très fonctionnel. Alors voici le chœur avec son chevet plat qui a conservé une partie du pavement d'origine. Ce sont des carreaux de terre cuite émaillés d'une grande beauté, une grande finesse. Le cloître, un peu lourd mais très vaste. L'entrée de la salle capitulaire. Voilà de près des fameuses feuilles d'eau. Ici, une variante sur les feuilles d'eau, sorte presque de roseau, très jolie d'ailleurs. Et l'immense dortoir des moines, qui lui aussi fait presque le double des dortoirs de nos abbayes cisterciennes provençales, avec cette fantastique charpente de chêne. Bonne soirée, au revoir à tous.